Alors, merci Mickaël pour aborder cette première partie, donc situation financière des départements. Donc, on a consolidé l'ensemble des comptes des départements sur les 10 dernières années. On a analysé l'évolution des finances départementales sur cette période. Et on a aussi analysé, comme chaque année, les écarts de situation financière entre strates de départements. 4 strates identifiées. On a réparti les départements selon leur densité, selon leur population, selon leur taux d'urbanisation. On a défini 4 strates de départements, les départements ruraux de très faible densité, strate numéro 1, les départements ruraux intermédiaires, puis troisième strate, les départements urbanisés en partie, et enfin les départements très urbanisés de plus d'un million d'habitants. Cette consolidation regroupe donc l'ensemble des départements. On en a exclu quelques-uns compte tenu des évolutions territoriales de ces territoires. Mayotte, puisque c'est un département qui a été créé en 2012, le Rhône et la métropole de Lyon avec la partition du département du Rhône en 2015, les collectivités territoriales uniques de Corse, de Martinique et de Guyane, puisque les départements ont fusionné avec leur région, et enfin le département de Paris qu'on a exclu cette année, compte tenu du fait qu'en 2019, le département de Paris et la ville de Paris ont fusionné leur budget. Voilà. Rentrons dans le vif du sujet sur la situation des départements. Et vous avez ici représenté la chaîne de l'épargne des départements sur ce qui ressemble à quelque chose près au mandat qui vient de se passer au niveau des départements. Donc, une chaîne de l'épargne ici avec l'épargne de gestion par différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, l'épargne brute, donc épargne de gestion moins les intérêts, et l'épargne nette, l'épargne brute moins le remboursement en capital. Vous avez ici l'évolution de ces différentes marges d'épargne depuis 2010 pour avoir un temps long sur la situation financière des départements. Et qu'est-ce qu'on remarque sur une période récente? Eh bien, en début de mandat, les départements avaient connu quelques difficultés financières avec une érosion de leur solde intermédiaire de gestion, en particulier sur les années 2016-2018. On est en plein dans la contribution au redressement des finances publiques. On avait une période assez forte d'augmentation du RSA, qui avait expliqué cette érosion-là. Mais sur les 2-3 dernières années, on s'aperçoit que les départements ont reconstitué leur marge d'épargne et terminent l'exercice 2019 dans une situation financière qui est tout à fait convenable, avec une épargne nette, on le voit ici, à 5,7 milliards d'euros, qui est le plus haut niveau d'épargne nette que les départements ont connu au cours des 10 dernières années. Donc, une situation financière à fin 2019 qui est tout à fait convenable avec des marges financières qui ont été reconstituées. Alors, à quoi tient cette bonne situation financière 2019? On va bien sûr décrypter tout ça par la suite, mais vous en connaissez tous les raisons parce que vous êtes beaucoup à être dans cette situation-là. 2019 a été une année excellente en termes d'augmentation des droits de mutation. Il y a eu aussi de bonnes croissances des autres recettes fiscales comme la CVAE, comme la TSCA. Donc d'un côté, des recettes dynamiques, 3,2% de croissance des recettes en 2019 par rapport à 2018. Et puis, contractualisation oblige, des dépenses de fonctionnement qui ont été, dont l'évolution a été contenue, une évolution des charges de fonctionnement des départements entre 2018 et 2019 qui ont augmenté de 1,4%, y compris AIS, y compris social. Et donc, ce décrochage entre d'un côté des recettes dynamiques et de l'autre des dépenses maîtrisées font que les marges financières des départements en 2019 se sont améliorées. Alors, regardons sur ce mandat à quoi est due l'amélioration de ces marges financières, mais peut-être avant, un petit point sur est-ce que cette tendance générale des départements, est-ce qu'elle s'applique à nos strates de départements? Vous avez ici dans le graphique, sur ce graphique-là, l'épargne de gestion des départements avec les 4 strates identifiées, et en pointillé, c'est la moyenne nationale. Épargne de gestion sur la gauche, épargne nette sur la droite, et ici vous avez l'épargne nette par habitant et par strate
de départements. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que cette amélioration constatée sur les 2 dernières années, elle est commune, c'est une tendance commune à toutes les strates de collectivité. Avec, et on le remarquera, la courbe verte ici, une forte augmentation des marges d'épargne des départements de très faible densité. Pourquoi on a ce résultat-là? Pourquoi il y a ce décrochage des départements de faible densité en 2019 avec une amélioration encore plus forte que les autres de leur marge d'épargne? Eh bien, c'est les conséquences du FSID. Le FSID a été créé en 2019. Il était orienté vers les départements ruraux de faible densité, hein, puisque, souvenez-vous, dans le critère de répartition centrale, c'était le potentiel financier superficiaire, hein, donc c'était un critère qui était là pour aider les départements très ruraux, et donc ils en ont bénéficié en 2019, et c'est pour ça qu'ils ont pu avoir une forte augmentation de leur marge d'épargne. Alors, côté produit, l'évaluation de la croissance des produits depuis 2013 est quelque chose d'assez compliqué à estimer parce qu'on a tous les effets de transfert avec notamment la région, les effets loi NOTRe, transfert d'une partie de votre CVAE aux régions et transfert de compétences et de charges et de recettes liées notamment au transport, mais on a essayé de recomposer le périmètre. Et à périmètre constant, on peut estimer la croissance des recettes réelles de fonctionnement des départements à 1,9% par an depuis 2013. À quoi est due cette croissance des recettes? On l'a évoqué pour 2019, mais c'est vrai sur l'ensemble du mandat. La première raison qui explique la croissance des recettes départementales, c'est l'envolée des droits de mutation. Les droits de mutation des départements depuis 2013 ont augmenté de 8% par an, en enlevant même le fait que vous ayez augmenté vos taux en début de période. C'est-à-dire à taux constant, les droits de mutation ont augmenté de 8% par an et c'est ce qui a contribué le plus à la croissance de vos recettes. Deuxième facteur à l'origine de la croissance de vos produits, c'est l'augmentation du produit de foncier bâti. Pourquoi le produit de foncier bâti a augmenté? À 2/3 emploi, c'est grâce à l'augmentation des bases et à 1/3 emploi, c'est grâce à l'augmentation des taux que vous avez pu faire, notamment en 2016, hein, puisque je rappelle, en 2016, les départements avaient, de manière globale, augmenté le taux de foncier bâti de 5% uniquement sur l'année 2016. Le taux est maintenant à peu près stable depuis quelques années. Donc ça, c'est le deuxième élément, hein, l'augmentation du produit de foncier bâti. Les mesures du pacte de confiance et de responsabilité en début de mandat là aussi, qui ont donné des recettes supplémentaires au département à travers le DCP, le dispositif de compensation péréqué, 900 millions d'euros au départ. Et puis, grâce à la faculté que vous avez eue, faculté supplémentaire d'augmenter le taux des DMTO, puisque vous avez pu le passer de 3,8 à 4,5, décision qui a été prise par la très grande majorité des départements et ça vous a apporté des DMTO supplémentaires sur l'ensemble de la période. On peut aussi noter le dynamisme de la CVAE, le dynamisme de la TSCA et aussi des concours APA. Alors, l'augmentation des concours APA qui a été notamment importante sur les années 2015-2016 avec la mise en œuvre de l'APA 2, la création du concours APA 2 dans le cadre de la loi ASD. Donc, une croissance des recettes qui a été permise grâce, on le voit, hein, principalement aux recettes fiscales, puisque dans le même temps, en parallèle, les recettes des départements, la croissance des recettes des départements a été atténuée par votre contribution à l'effort de redressement des comptes publics depuis 2013. J'en terminerai avec 2 chiffres côté recettes. S'il n'y avait pas eu la contribution à l'effort de redressement des comptes publics, vos recettes n'auraient pas augmenté de 1,9% par an, elles auraient augmenté de 2,8% par an. Donc on voit que la contribution au redressement des finances publiques a fortement ralenti la croissance de vos recettes. Mais globalement, des recettes qui ont augmenté, si je regarde par rapport à l'année 2013, qui ont augmenté de plus de 7 milliards d'euros. Parallèlement à ça, on va avoir les charges de fonctionnement, de combien ces charges de fonctionnement ont augmenté.
Depuis 2013, c'est 5 milliards d'euros de croissance de charges sur la période. Donc, on voit une croissance des charges qui était en volume moins forte que celle des produits, ce qui explique pourquoi il y a une amélioration de vos marges financières sur la période. Donc, 5 milliards de croissance de dépenses réelles de fonctionnement qui s'explique par le social. Tout simplement, c'est le social qui a augmenté de 5 milliards d'euros, notamment les AIS. Vous l'avez ici représenté. L'allocation RSA a été la plus dynamique avec un taux de croissance supérieur à 4% par an sur la période, augmentation du nombre d'allocataires, mise en œuvre du plan pauvreté, hein, si c'est sur cette période-là que le plan pauvreté avait été appliqué. Donc, augmentation de l'allocation RSA, augmentation de l'APA et de la PCH, surtout de la PCH, hein, puisque l'APA a quand même été contenue à 1,8% par an. Et puis, les frais de séjour. Les frais de séjour des PAPH, mais à hauteur de 1% par an. Donc, ce n'est pas les frais de séjour des PAPH qui ont fortement contribué à l'augmentation des dépenses départementales. C'est surtout les frais de séjour pour l'enfance, pour l'ASE, et l'accueil familial, qui, sur les dernières années, c'est l'accueil des mineurs isolés qui a contribué à l'augmentation des dépenses réelles de fonctionnement. Et quand je dis c'est vraiment le social qui explique l'augmentation des dépenses, c'est, vous voyez, on ne le voit même pas graphiquement tellement c'est faible, c'est toutes vos autres dépenses, personnel, achats externes, dépenses d'intervention, les contributions obligatoires, toutes ces dépenses-là, si je les globalise, eh bien sur la période 2013-2019, elles n'ont pas augmenté. Zéro croissance de ces dépenses. Alors, un petit peu de personnel, un peu moins de charges à caractère général, mais si je fais un package, globalement, toutes ces dépenses-là n'ont pas augmenté. Et ce sont vraiment les dépenses sociales qui expliquent l'augmentation des charges sur la période. Alors, côté investissement, on avait assisté depuis 2010 à une forte contraction des dépenses d'investissement des départements, hein, puisqu'entre 2010 et 2017, moins 25% de dépenses d'investissement. Vous étiez à 11,5 milliards en 2010, 8,7 milliards en 2017, donc 25% de baisse. Cette baisse, elle était à la fois sur vos dépenses directes, voirie, collège, mais aussi sur les dépenses, sur vos subventions, les subventions que vous versiez notamment aux communes et intercommunalités. C'est vraiment une contraction de l'ensemble des dépenses d'investissement départementales qui avait été opérée, parce que c'est les années où vos marges financières se réduisaient, hein, et donc vous avez adapté votre niveau de dépenses d'investissement à un autofinancement moindre. Mais l'amélioration des marges d'épargne sur les 2 dernières années vous a permis d'accroître, hein, de rompre avec cette tendance et à l'inverse d'accroître vos dépenses d'investissement. 2019 est une année d'investissement importante puisque vos dépenses d'investissement ont augmenté de 14% entre 2018 et 2019. Augmentation des DMTO, fin de la contribution à l'effort de redressement des comptes publics. C'est ça qui vous a, et puis cycle électoral aussi qui en sont toutes qui sont les raisons de l'augmentation de l'investissement départemental. Mais pour autant, et ça c'est un élément aussi important du diagnostic, c'est que ces dépenses d'investissement supplémentaires que vous avez réalisées un petit peu en 2018, mais surtout en 2019, ce sont des dépenses d'investissement supplémentaires que vous avez autofinancées. Puisqu'on le voit ici sur le graphique, là vous avez la part des investissements autofinancés, donc financés par l'épargne nette, et ici la part des investissements financés par emprunt. Et le surcroît de dépenses d'investissement sur les 2 dernières années a été clairement financé grâce à votre épargne nette. Cette tendance de reprise de l'investissement départementale, il se constate dans toutes les strates de département, dans les 4 strates qu'on a identifiées. Conséquence de l'amélioration de l'autofinancement et de ne pas avoir utilisé l'emprunt pour financer ces investissements supplémentaires, eh bien, les départements, depuis 2015,
continuent leur désendettement. En 2019, au 31 décembre 2019, les départements ont leur encours de dette qui est passé en dessous des 31 milliards d'euros. Voilà. Vous avez poursuivi le désendettement malgré le fait que les dépenses d'investissement augmentaient grâce à cet autofinancement. Et élément supplémentaire, quand on regarde le fonds de roulement des départements, là aussi sur la période, le fait de ne pas avoir, d'avoir gardé cet autofinancement pour financer les investissements supplémentaires, il a fait que vous n'avez pas non plus touché au fonds de roulement, que vous avez reconstitué tout au long de ce mandat, un fonds de roulement qui était à 3 milliards en début de période, il est aujourd'hui à 5 milliards d'euros. C'est-à-dire que ça représente un mois de dépenses. Voilà. Mais vous avez aussi, dans le même temps, reconstitué votre fonds de roulement. Donc, un désendettement et en plus une amélioration du fonds de roulement sur cette période-là. Désendettement qu'on constate dans toutes les strates de collectivités. Un petit bémol quand même, sauf pour les départements ruraux intermédiaires qui, eux, n'ont pas diminué leur endettement, mais restent plutôt sur une stabilisation de leur endettement. Mais peu d'écart entre les strates quand on regarde le délai de désendettement. 2019, très bonne année en termes de marge d'épargne. Un encours de dette qui continue de diminuer fait que le délai de désendettement a rarement été aussi bon dans les départements. Le délai de désendettement, il est à 3,4 ans en moyenne en 2019. Et on voit que les 4 strates de collectivités sont dans une fourchette autour de cette moyenne, une fourchette qui est plutôt resserrée, puisque ce délai de désendettement va à 3 ans pour les départements urbanisés, jusqu'à un petit peu plus de 4 ans pour les départements ruraux intermédiaires. Donc, on voit qu'on est quand même dans une fourchette très resserrée, donc des situations financières entre strates qui sont très comparables en termes d'endettement. Un petit point aussi sur quel est le poids de la péréquation horizontale dans les marges d'épargne des strates de département. On le voit ici, vous avez le solde des 4 fonds de péréquation ou de solidarité en 2018. 4 parce qu'on regroupe le fonds de péréquation des DMTO, le fonds de péréquation CVAE, le fonds de solidarité des départements de la région Île-de-France et le FSD, le fonds de solidarité des départements. 4. En 2019, il y a un 5e qui est venu s'ajouter au fonds de péréquation horizontaux, c'est le FSID. Et donc, on le voit aussi clairement, c'est ce qui explique l'amélioration des marges d'épargne fortes sur les départements ruraux de faible densité. La création du FSID leur a octroyé une attribution nette au titre des fonds de péréquation horizontaux, une attribution nette en forte progression. Si bien que pour ces départements, quand on regarde le poids de la péréquation dans leur marge d'épargne, pour les départements ruraux de faible densité, ça c'est un élément majeur du diagnostic, qu'on voit que plus de la moitié de l'épargne des départements de faible densité, plus de la moitié de l'épargne est constituée par le reversement des fonds de péréquation horizontaux. Il y a même certains départements pour qui toute leur épargne est égale à l'attribution du fonds au fonds de péréquation horizontaux. Et ce qu'on peut voir aussi, en comparant 2018 et 2019, c'est que la péréquation horizontale contribue fortement à la réduction des écarts de taux d'épargne brute. On a des écarts importants, vous le verrez dans le document, dans le support détaillé qui vous a été envoyé mardi. La péréquation horizontale joue véritablement ce rôle de correction des inégalités de taux d'épargne entre strates de collectivités. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation financière des départements. Peut-être, en termes de conclusion, en guise de conclusion plutôt, j'aurais envie de dire que finalement, les départements ont été ont joué le jeu, ont été plutôt les bons élèves de la contractualisation quand on regarde 2018 et 2019. En 2018, seulement 3 départements ont
ont dû payer une amende liée au fait du dépassement de leurs objectifs d'évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement. Seulement 3. En 2019, on n'a pas encore les résultats consolidés de tout le monde, mais on peut imaginer qu'il y aura aussi très peu de départements qui vont être à la pénalité, parce qu'on l'a vu, les dépenses réelles de fonctionnement des départements entre 2018 et 2019, elle n'a été que de 1,4%. Et c'est 1,4% avant tous les retraitements qui peuvent être réalisés, notamment l'écrêtement sur les AIS, le plafonnement des dépenses liées au MNA. Donc, il est probable qu'il y ait aussi peu de pénalités sur 2019. Donc, les départements ont joué les bons élèves de la contractualisation. Et j'irai même plus loin, c'est que vous vous souvenez que dans la contractualisation, l'objectif de tenir les dépenses réelles de fonctionnement à 1,2% par an, c'était pas l'objectif final. L'objectif final, c'est que de par la contractualisation, les départements participent au redressement des comptes publics, contribuent à la réduction du déficit public. L'objectif final, en d'autres termes, c'était que les départements se désendettent, puisque pour réduire le déficit public, il faut avoir une variation d'encours de dette négative. Et on le voit aussi si on regarde la dette, les départements ont été dans une trajectoire de diminution de l'encours de dette. Donc, les départements ont contribué à la réduction, ou en tout cas à la moindre croissance du déficit public sur la période. Vous avez été les bons élèves. Est-ce que c'était une stratégie voulue? Je ne sais pas. Les esprits chagrins pourraient considérer que ce désendettement des départements est lié à la forte augmentation des DMTO, que cette forte augmentation des DMTO était difficilement anticipable et que du coup les départements n'ont peut-être pas eu le temps d'utiliser ces DMTO supplémentaires pour leur fonctionnement, contractualisation oblige, mais surtout en investissement compte tenu du temps nécessaire dans la réalisation des projets. Mais voilà, hein, concrètement, si on regarde les chiffres, 2017, 2018, 2019, les départements ont joué le jeu de la contractualisation et ont été dans la trajectoire qui était fixée par l'État.